Mesdames et messieurs, nous sommes de retour avec nos invités Franz Voltaire, Jean-Emmanuel Pierre, Chalmers Larose, Thilou Jean-Paul et Clarence et Chantal Rorom qui doit nous rejoindre dans un instant, Asma Heurtelou qui est en studio avec nous. Et puis, avant d'aller à la pause, oui, j'ai dit que faudrait peut-être faire attention avec des actes politiques et des gens qui posent des actes politiques sont des politiciens et des actes de banditisme et les gens qui posent des actes de banditisme sont des bandits. On risque de confondre des bandits et des politiciens. Est-ce que c'est la même chose? Je ne sais pas. Est-ce que c'est toujours la même chose? Certainement pas. Dans le cas d'Haïti, il y a d'un côté des gens qui font de la politique, il y a de l'autre côté des bandits. Les bandits ont commencé avec des cagoules sur la tête. À ce moment-là, il y avait une possibilité pour eux de rester dans la société haïtienne d'après crise, n'est-ce pas? Mais à partir du moment où ils ont pris sur eux d'enlever la cagoule, ils se sont affirmés, ou bien ils font de la prison, on reste comme une société avec toute notre dignité, ou bien alors ils dirigent le pays, un pays dirigé par des bandits, un pays de bandits, un pays dirigé par des dealers de drogue, un pays de drogue, n'est-ce pas? Alors moi, c'est comme ça que je le vois. Et puis, il faudra en débattre, messieurs. Allez-y, Franz Voltaire, Jean-Emmanuel Pierre. Oui? Je peux rapidement dire un mot. Oui. Rapidement dire un mot, et puis je laisse Franz intervenir. Allez-y, allez-y, oui. La mise au point est en retard. Parce qu'entre-temps, Jean-Ernest Pierre, tu oublies qu'on a eu non seulement des bandits au pouvoir, c'est-à-dire la ligne entre bandits et politiciens a été franchie. Non seulement tu as eu des bandits au pouvoir, tu as eu des gens qui ont revendiqué leur statut de bandit. Tu as eu le banditisme légal au pouvoir. Donc ça veut dire que il y a ces dernières années, c'est pour ça que j'ai souligné quand j'analysais, des pas qui ont été franchis et qui nous enlève, qui nous met dans un tel cynisme que ça nous enlève, dans certains cas, tout aspect légitime ou légal. Tu sais, est-ce que dans notre réflexion, ce qu'on veut, c'est rester politiquement correct ou regarder la réalité aujourd'hui avec laquelle il faut scolter, avec laquelle face à laquelle il faut absolument trouver une solution. Je crois que la question du banditisme, entre bandits et politiciens, c'est un pas qui a déjà été franchi malheureusement. Alors, Jean-Emmanuel, je pense que je dois laisser aux autres Oui, absolument. Et ne pas... Non, pas juste pour toi, c'est moi. Je dois laisser de la place parce que le pas qui est franchi, si le pas est franchi, parce qu'il y a quand même eu Michel Martelly qui s'est réclamé comme bandit légal, mais qui a été à des élections. On dira ce qu'on voudra. C'est les États-Unis, c'est ci, c'est ça, mais il a été à des élections. Maintenant, la situation qui prévaut en Haïti, c'est des gens armés qui ont tout fait, il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Tuer, piller, violer. Oui, on peut ne pas aimer Michel Martelly. Michel Martelly a déjà dit avoir vendu de la drogue, etc. Tout ce qu'on voudra. Mais pas à ce niveau-là. Ça va constituer une chute d'avantage et on ne pourra plus jamais dire que quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui se réclame du grand banditisme ne peut pas diriger Haïti. Et ça sera un point marquant. Moi, je trouve que c'est important. Il faudra, et je comprends ce que vous dites, c'est toujours un rapport de force. Peut-être que la force publique n'a pas la capacité de, pour employer l'expression de Jean-Emmanuel, se colter face aux bandits au moment où on se parle.
mais qu'on laisse venir une force pour nous aider. Et c'est sur ce point qu'on était avant l'intervention de barbecue, la dernière, n'est-ce pas, pour faire ce carnage-là à Port-au-Prince, qu'on attende, qu'on souffre, mais qu'on résoudre une fois pour toutes ce problème-là. Allez-y, à vous, messieurs. Est-ce que c'est Franz Voltaire? Oui, bon, je crois qu'il faut éviter des confusions. Il faut qu'on sache de quoi l'on parle. Moi, quels sont les acteurs aujourd'hui qui sont sur le terrain? Quelles sont les ressources dont ils disposent? Vous savez, il ne faut pas non plus se leurrer. Il y a d'abord l'international comme acteur déterminant. On le voit dans toutes les manœuvres qui sont être faites, qu'ils ont déjà indirectement signalé qu'ils ne reconnaîtront pas un type de gouvernement, qu'ils veulent en apparence une sorte de transition. Et de là leur insistance sur le fait qu'il y aura une réunion bientôt à la Jamaïque, et ça ne sera pas aux États-Unis, mais pour assurer une transition politique. Il y a des négociations en cours pour que Patrick Boisvert, du point de vue ministre des Finances, soit celui qui assure cette transition, non pas comme ministre, mais qui permet le passage à ce qu'ils ont appelé une commission présidentielle qu'ils sont prêts à négocier. Il y a d'un autre côté Moïse Jean-Charles dans le Nord qui a fait, disons qu'il y a des allégations, une sorte d'alliance avec Guy Philippe. Guy Philippe dispose de quelques troupes armées, de l'appui du BESAP. Certainement, c'est pas avec ça qu'on prend le pouvoir, puisque même si vous occupez le palais national, il y a on l'a déjà vu dans le passé, vous l'occupez et on vous dit, écoutez, on ne va pas vous reconnaître. Le pays sera détruit peut-être, mais on ne vous reconnaîtra pas. Donc, il y a tout un enjeu qui est là. Il y a des manœuvres qui sont en train d'être faites. La classe politique, on va négocier certainement, moi je vous donne mon opinion, on va certainement négocier ce qui est en train d'être passé en mettant ensemble les forces qui vont en fait, les groupes qui sont acceptables, ça peut être, et ça sera sûrement l'OPL, la Valas, un représentant du conseil de transition actuellement existant, qui sera certainement le représentant du secteur privé. Il y aura un représentant des églises. On est en train d'avancer certains noms. On parle déjà de l'ancien représentant d'Haïti à la Banque interaméricaine. Ça, ce sera la solution voulue, à mon avis, par l'international. Maintenant, sur le plan, les bonnes armées vont opérer jusqu'au moment, et d'ailleurs, on le voit, rien ne les empêcherait d'aller occuper le palais national. Rien ne les empêcherait. La police elle-même, elle maintient certaines forces dans la mesure où ce sont des forces d'autodéfense, c'est-à-dire elles défendent leur précaré, que ce soit le BIM, que ce soit à la DCPJ. Donc, il y a des forces qui pourront être renforcées éventuellement par une intervention internationale. Pour l'instant, je crois que ce vers quoi l'on se dirige, non pas, il ne faut pas non plus se leurrer, il y aura toujours du banditisme dans la fonction actuelle. Sans ça, des pays qui ont 200 000 soldats ou 200 000 soldats armés, comme le Brésil aurait été. Vous allez à Rocinha, d'ailleurs on a fait une étude sur ça, c'est le plus grand bidonville de Rio, 150 000 personnes, il y a 5 000 hommes armés. La police intervient à Rocinha avec des hélicoptères, des tanks, et il doit se rapatrier très vite. Parce qu'aujourd'hui, le banditisme se nourrit aussi, comme au Brésil, comme au Mexique, comme en Colombie, du trafic de stupéfiants aussi. Donc, vous auriez, et d'ailleurs, c'est intéressant, M. Gilles Rivard, ancien ambassadeur du Canada en Haïti, avait dit, écoutez, ne croyez pas que l'intervention des Kenyans, c'est pour résoudre les gangs. C'est pour ce que à l'école de guerre du Brésil, on disait le Brésil utile. C'est-à-dire, il faut contrôler les zones de circulation. C'est ce qu'on a fait à Bagdad, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire le port, l'aéroport et le centre-ville, les zones industrielles et permettre une libre circulation. Mais les groupes armés, les bandits armés, sans ça, on aurait résolu le problème dans tous les pays du monde. Donc le banditisme, il faut bien comprendre, il va falloir, c'est une solution policière qui pourra réduire le banditisme et non pas l'éliminer. Je doute très fort qu'on puisse l'éliminer. Maintenant,
en Haïti, il y a peut-être aussi une possibilité, puisque n'étant pas comme le Mexique, comme la Colombie, comme des pays qui produisent de l'armement, on pourra très bien réduire l'accès aux munitions et en armement de ces forces dans un deuxième temps. Bon, à court terme, et on le voit, les gens, Barbecue lui-même, il l'a dit, c'est Ariel Henry qui doit partir. Parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas, même s'il occupait le palais national, ça n'aurait pas de sens. Rappelons-nous, quand Guy Philippe était allé pour occuper la primature, c'était le représentant des États-Unis à l'époque, Moreno, qui lui avait dit « arrêtez là ». Donc, on va trouver une solution politique qui a été la négociation pour faire nommer, depuis son confort viennois, Gérard Latortue. Donc, on se rend compte qu'effectivement, il va falloir penser quelle est la solution de transition. Et cette solution de transition, à mon avis, ne viendra ni des groupes armés, parce qu'ils ne seront pas reconnus. Déjà, n'oublions pas que Barbecue lui-même, il est sous un mandat d'arrêt international. Donc, quelque part, non pas qu'ils ne vont pas négocier avec eux, ils négocient toute la journée avec eux. Hein. C'est pas... Mais, possiblement, il y aura des dissensions entre ces groupes. C'est une unité très provisoire, parce que ces bonnes armées contrôlent des territoires et qu'ils voudront garder leur territoire. Bon. Troisième point, est-ce que Guy Philippe aura la capacité de monter un coup? Non, rappelons-nous, les coups d'État, c'est le déplacement du pouvoir au sein de l'État. Ce sont les armées qui font les coups d'État, il n'y a aucune trace. Évidemment, sur le vide, on a eu le cas au Libéria, en assassinant l'ensemble de dirigeants politiques, les gens ont pu occuper provisoirement le pouvoir jusqu'à ce qu'on les déplace, ils ont été arrêtés, traduits à la Cour pénale internationale. Donc, pour moi, il faut aller au-delà de ces 2-3 jours. Et comme je l'ai dit, un des problèmes majeurs qui va se poser, contrairement à d'autres pays, c'est qu'il y a déjà un manque fondamental de nourriture. Vous avez dans le Grand Port-au-Prince, c'est-à-dire qui va de Léogane jusqu'à la Racaillé, eh ben, vous avez une population de plus de 4,5 millions d'habitants et vous n'avez tous les marchés n'ont plus accès même à l'élémentaire. Et les classes moyennes vont en partir très vite aussi, puisque les markets ne pourront plus fonctionner, puisqu'il y a eu ces containers qui ont été pillés. La République dominicaine, d'où aurait pu venir, est fermée. Donc, on est en face de rapport de force qui va se développer ces quelques jours. Est-ce qu'il y aura une intervention? Déjà, aux États-Unis, on voit des voix qui disent bon, il faudrait une intervention, non pas une intervention pour résoudre c'est une intervention immédiate pour permettre l'arrivée des Kenyans ou d'éventuellement 2-3 autres forces. D'accord, Franz. Et puis, je sens que professeur Larose est en train de piaffer dans son coin. Mais avant de donner à professeur Larose, et j'aime dire docteur Larose de temps en temps, c'est que si on agit de la sorte, c'est-à-dire qu'on admet les bandits, moi je ne vois vraiment pas comment on pourrait le faire. Supposons que dans un accès politique, dans une trouvaille quelconque, on dise que ces gens-là, et on n'a pas le choix, etc., ces gens doivent évoluer dans la société, on doit leur donner une fonction quelconque. Ce qui va arriver, c'est il faudra qu'ils soient toujours armés pour se protéger de la population qu'ils vont côtoyer dans la société. Ces gens-là, dans la population, n'oubliez pas qu'il y a déjà eu un début de Bois-Calais. Et quant à moi, ce n'est pas fini. Ces gens-là voudront régler leur compte avec des membres d'anciens gangs, n'est-ce pas, qui aujourd'hui rentreraient dans la vie normale, civile, n'est-ce pas, et continueraient à évoluer dans la société à côté des gens qu'ils ont abusés. Et vous me dites que ça serait une démarche fiable pour un pays en paix? J'ai de la misère. Professeur Larose, docteur Larose.
Oui, je ne sais pas si tu veux que j'intervienne Oui, sur sur ce que tu as présenté comme étant ta conviction personnelle. Parce que, on y va tous avec sa conviction personnelle, professeur. Alors, mais plaise à toi d'aller sur d'autres sujets, mais non, parce que vraiment, moi, je ne vois pas la politique comme ça. Donc, oui, il y a ce côté vertueux de la politique où le bien finit par triompher, etc., où le juste doit être au pouvoir et doit être récompensé aussi par la société parce qu'il c'est un juste, où le bon est celui qu'on contemple, hein, et qu'on cherche à réaliser dans sa vie. Mais malheureusement, les conditions de la vie humaine ne nous conduisent pas toujours dans cette direction-là. Et la, si on prend la situation en Haïti, il y a plusieurs aspects de cette question-là. Je sais que la question des bandits, entre guillemets, ou encore des bandits comme tels, des gens qui tuent, des gens qui violent, les gens qui prennent nos mères, nos pères, nos familles en otage, c'est pas seulement révoltant, mais c'est quelque chose d'inimaginable pour nous. Ça, c'est clair, c'est évident. Euh, mais on n'est pas la seule société qui est traversée par cette question-là. Il y a beaucoup de sociétés qui ont vécu des situations similaires avant nous et qui continuent aussi à vivre ces situations-là. Un cas d'école, en général, c'est la Colombie. Euh, on se souvient très bien que dans les années 80, ou même au début des années 90, il y avait une guérilla qui s'appelle le M19 en Colombie. Le M19, c'était une guérilla de gauche qui est née dans un contexte bien particulier de rejet de la société politique de l'époque, parce qu'il y avait de grandes factions politiques, les libéraux et les conservateurs, qui ont monopolisé le pouvoir depuis les années 40. C'était une entente entre eux pour se passer le pouvoir après chaque 4 ans. Donc, le M19 est né comme une sorte de guérilla rurale et surtout urbaine pour essayer de casser cette situation-là. Et dans le processus de revendication, dans le processus aussi d'action politique, ben, ils ont kidnappé, ils ont tué, ils ont pris d'assaut le palais de justice de la Colombie, jusqu'à ce qu'on arrive à un processus de paix en Colombie qui a nécessairement donné à cette guérilla-là une nature beaucoup plus politique. Ils ont transformé cette guérilla-là, ce M19, en parti politique. Donc, c'est la société colombienne à travers, disons, ses dirigeants politiques, ses élites économiques qui ont décidé de faire la paix avec des individus qui ont eu le sang sous la main. Donc, voilà un peu la nature des choses. On peut aller du côté de la vertu, du côté de la morale, mais aussi il y a la réelle politique parfois qui doit prévaloir. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'on doit faire en Haïti, mais je suis en train de dire qu'on va devoir faire face à cette situation-là à un moment donné. Et je ne sais pas exactement quelle sera la posture que la société adoptera à ce moment-là. Et aussi, est-ce qu'on aura les moyens de mettre, en fait, euh, euh, de consolider la décision qu'on aura prise? Si on dit, par exemple, qu'on n'accepte personne, tout le monde doit aller en prison, eh bien, bon, OK, est-ce qu'on a les moyens de le faire? Si on dit qu'on doit juger tout le monde, est-ce qu'on a les moyens de le faire? Si on dit qu'il faut repartir à zéro, comment le faire? Donc, c'est ça aussi, la politique, c'est une question aussi de résoudre des problèmes. Ce n'est pas une question seulement de construire des théories. C'est une question de problem solving. C'est résoudre des problèmes quand ces problèmes-là surviennent et en tenant compte de la réalité, de l'environnement dans lequel on est. Il y a une culture politique haïtienne. Le banditisme est né avec le corps social haïtien. C'est sorti directement du marronnage, ça. Donc, il y a quelque chose, et dans toute l'histoire d'Haïti, depuis le 19, en fait, depuis disons, le 18e, 19e, etc., on a eu des gouvernements bandits au pouvoir, les Sylvain Salnave, les Bois Canal, etc. C'était tous des gens qui ont eu des réflexes autoritaires en utilisant les autres
en tuant, en ayant le sang sous la main pour essayer de conquérir le pouvoir. Ça n'a pas changé ce réflexe-là. Certes, on vit maintenant au XXIe siècle avec une sorte de proposition démocratique en Haïti, c'est-à-dire l'idée d'organiser la société différemment, d'avoir des réflexes, de changer la culture politique. Mais ce changement de culture politique-là, il tarde à venir. On a encore des relents de type post-esclavagiste en Haïti. Donc, l'inadéquation entre cette culture-là et ce qu'on veut introduire comme étant modernité dans le contexte haïtien ne colle pas toujours, ou encore ça prend du temps à coller. Et c'est là qu'on en est maintenant. Vous avez vraiment des élites comme toi, comme moi, comme France, comme tous ceux qui sont ici, qui ont goûté à la société canadienne, disons aux valeurs occidentales, etc., qui développent certains réflexes propres, mais quand ils arrivent en Haïti, qui sont pris par l'environnement culturel dans lequel la politique se passe et qui définitivement changent de posture. Il y a quelque chose qui se passe dans le contexte social haïtien qui produit la violence, qui produit des comportements type banditisme. Et c'est ça qu'on est en train de dire. C'est pas une question de toi, une question de moi, une question de lui, c'est une question de l'environnement socio-culturel et la production historique de cet environnement socio-culturel. Alors, professeur, on va faire la pause et peut-être au retour, on va se questionner sur ce point-là bien précis développé par Dr Larose, la question de la violence qui ferait partie de l'haïtien de manière intrinsèque. Oui, je sais que la révolution s'est faite dans le sang, mais on a aussi un contexte, n'est-ce pas? Et moi-même, j'ai grandi et puis je ne suis pas né de la dernière pluie. J'ai connu une violence structurelle du pouvoir de Duvalier, mais sinon le pays était calme et qu'on soit revenu à l'ancienne mode quasiment 30 ans après la chute de la maison Duvalier, est-ce que c'est les réflexes qui reviennent? Est-ce que c'est des conditions? Mais est-ce que je dois dire que l'haïtien est violent? En quelque sorte, là, je ne dis pas c'est ce que le docteur a dit, mais en quelque sorte, c'est à peu près cela. On va regarder tout ça après la pause, si vous me permettez, messieurs et dames. La pause commerciale, c'est tout de suite. On vous revient dans un instant, mesdames, messieurs.